Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Time to Gemba. Dis-moi, est-ce que ça t'est arrivé? T'es en voiture et d'un seul coup, waouh, tu vois un arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va parler couleurs, on va parler mobilier, on va parler design. Mais juste avant ça, intro. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. On va à la rencontre de Pierre. Pierre est un entrepreneur de longue date. Ce qui va être intéressant avec le voyage de Pierre, c'est sa longévité. Il est parti pour construire une boîte sur 150 ans. Pierre a découvert le Lean Management depuis quelques années. Pour lui, c'était un moyen de remettre de la passion, remettre de l'énergie dans sa structure, dans son entreprise. Le Lean, c'est quoi? Comment favoriser l'apprentissage dans toute l'entreprise? C'est ce qu'on va aller voir. On va voir concrètement ce que ça veut dire pour les clients, pour les collaborateurs, pour les partenaires. Allez, let's go! On s'assoit là? Plutôt pas mal. Quoi, pour démarrer, peut-être dire un peu qui tu es et où est-ce qu'on est, ici. Quoi. Ouais, Pierre Leblond, j'ai 42 ans. J'ai toujours souhaité être entrepreneur. Ici, on se trouve donc à Champagne-au-Mont-d'Or où on a notre siège. On est là depuis 2 ans. On a des super bureaux et donc on est une équipe d'une 40aine de personnes. Et notre métier, c'est on a plusieurs marques, mais toutes sont dans l'ameublement. Et donc notre métier, c'est de concevoir des meubles à destination aussi bien des particuliers que des professionnels. Et donc on a plusieurs niveaux de gamme, on a plusieurs modes de distribution sur internet, en physique, etc. Et ça fait une 15aine d'années qu'on est maintenant dans ce métier-là. Quand tu dis concevoir, il y a tous les produits, c'est vous qui les designez, concevez, c'est ça? Ouais. Alors, suivant les marques, on a différentes manières de concevoir les meubles. On a aussi bien de la conception from scratch avec du design, puis ensuite une fabrication qui se fait d'ailleurs pas mal en local. Et puis on a une autre marque où là pour le coup, deux, où on fait du grand import. Donc là c'est plus de la customisation. On part pas d'une feuille blanche avec du design, on part d'une compétence existante chez nos fabricants. Et là, on vient apporter notre personnalisation, soit avec du design, soit avec des coloris, des assemblages, etc. Là, d'ailleurs, on est sur une pièce de la collection Arto. Donc, c'est un canapé, pour le coup, où on a collaboré avec un designer. Et donc, c'est un développement d'1 an et demi, à peu près. T'es bien assis? Ouais, ça va. Ouais, ça Franchement, va. attends, je tac. T'as toujours voulu être entrepreneur. Ouais. T'as fait des études pour ça? Je sais pas s'il y a des études pour devenir entrepreneur. Non, moi mon parcours, j'ai fait de la comptabilité. D'accord. Tout simplement parce que je savais pas trop quoi faire et puis que en haut lieu, c'est-à-dire mon père a décidé pour moi. Et quand j'ai pu m'échapper, je suis parti vers une école de commerce. Donc j'ai un parcours voilà, un peu classique, quoi. Rien de... Et non, l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le terrain, quoi, à la dure, en faisant. Ok. Ouais, on apprend en marchant, quoi. Juste pour ceux qui nous écoutent, quelques chiffres par rapport à votre activité. Ouais. 100 000 clients par an. Ok. Un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. On a une croissance qui, pour le coup, est assez soutenue, parce qu'au global du groupe, on doit faire 30 à 40% de croissance par an. Vous êtes en croissance dans un secteur qui est en difficulté. Ouais. Donc je trouvais ça intéressant pour les entrepreneurs ou les managers qui nous écoutent, regardent. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et tu me disais que y a eu à un moment donné une rencontre, un truc qui a donné un second souffle, ou un troisième, ou un quatrième, peu importe. Et donc peut-être que c'est ça que tu pourrais nous partager. Du coup, je me suis lancé
jeune, non, pas si jeune que ça, je devais avoir 26-27 ans. Startup Nation, comme on dit, voilà, donc tout le monde est impliqué, on est moins de 10. On sait pas trop ce qu'on fait, mais on a une grosse volonté, donc petit à petit, il y a un chemin qui se dessine. Puis ensuite, on structure un petit peu les choses. J'ai cherché plusieurs modèles de management. Au début, on fait ce qu'on pense faire, donc voilà, tout le monde prend les initiatives. Puis après, c'est un peu plus pyramidal. Puis à un moment, je me suis dit, ah mais moi, je suis devenu entrepreneur pour garder ma liberté. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître un peu. On est du coup parti dans un modèle qui s'appelle l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, on a eu des très belles choses grâce à ça, avec des beaux résultats, notamment dans la satisfaction interne. Mais l'entreprise libérée, le problème, c'est qu'elle se regarde beaucoup. Donc on vise beaucoup la satisfaction mais des collaborateurs, en oubliant celle des clients. Or, il y a un moment donné, une étoile du Nord, c'est qu'un business il marche si jamais on arrive à satisfaire les clients. Effectivement, il y a eu un moment où je reconnaissais plus trop l'environnement dans lequel j'étais. D'ailleurs, ça se ressentait au niveau des collaborateurs que je trouvais un peu moins épanouis aussi. Il y avait plusieurs signaux faibles comme ça, où je me suis dit, bon, c'est de ma responsabilité de trouver une solution. Et c'est là où un ami m'a parlé du Lean en me disant, peut-être que tu vas y trouver des réponses. Et de là, j'ai rencontré Régis Medina. Ça a été vraiment pour moi le départ du parcours. Et j'ai suivi sa formation qui s'appelle Learning to Scale. Et ça m'a permis en fait de visualiser un truc. Pour être tout à fait honnête, j'ai plongé dedans, mais immédiatement, quoi. Ça m'a tellement parlé, je me suis dit c'est une évidence. C'était il y a 6 ans, je dirais. On s'est mis en ordre de marche. On est encore au début du parcours. Je pense que d'ailleurs ça ne s'arrêtera jamais. Mais on se considère vraiment comme étant des débutants là-dedans. Ce que je ressens, c'est j'entreprends parce que je veux avoir un impact sur la vie des gens. J'entreprends parce que j'ai envie de savoir cette sensation de liberté ou cette liberté. Ouais, complètement. La boîte grossit, grandit. Je me retrouve à devoir peut-être structurer, à organiser les choses. Je me retrouve moins dans le projet entrepreneurial. À un moment donné, il faut changer quelque chose. Les principaux changements, quels sont-ils pour toi? La première chose, c'est de commencer à s'intéresser vraiment à la satisfaction client. Ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que le nombre d'entreprises sur lesquelles je me balade où on me dit le client est au centre, mais finalement, il se passe soit du bullshit, etc. Chez vous, vous l'abordez différemment. Non, mais nous aussi, on était dans cette sensation de s'intéresser à la satisfaction client. Okay. La vérité, c'est que ce n'était pas le cas. Ok, d'accord. C'est une histoire qu'on se racontait. Donc nous, la manière dont on est rentré dans le Lean, c'est qu'on s'est dit, ok, il y a un truc, c'est la satisfaction client. Parce qu'à un moment donné, le truc est large quand même. Qu'est-ce que la satisfaction client? On a commencé à regarder ce qu'était la satisfaction client en s'intéressant aux irritants que rencontraient nos clients à travers le parcours et l'expérience avec la marque. Donc en fait, on a pris le sujet de la satisfaction client un peu par l'inverse en s'intéressant aux irritants que rencontraient nos clients. Okay. Ce qui est plus facile à faire. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Clara, okay, qui est team leader de la relation client chez nous. Et je suis super fier de ce qu'on a réussi à créer ensemble parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des opérateurs de SAV. Hein. Ce sont des enquêteurs, ce sont des chercheurs, ce sont aussi eux qui arrivent à répandre à travers toute l'entreprise cette matière première qui nous est remontée des clients. Nous, on est sur Internet où on passe par des revendeurs. Donc finalement, les points de contact avec nos clients, il faut les chercher. Ils ne sont pas si évidents que ça. Okay. La relation client chez nous, c'est un des seuls endroits où on peut vraiment avoir un rapport direct avec les clients. Premièrement, satisfaction client. Ouais. Est-ce que tu as d'autres changements? Grands changements? Il y a aussi la communication à l'intérieur des équipes. Okay. Le fameux qui parle à qui. Okay. Et non pas simplement qui fait quoi. On s'est rendu compte que même si on était une petite entreprise, qu'on n'est pas non plus nombreux, à l'intérieur du pôle, il y avait une communication, mais c'était pas si évident avec d'autres pôles de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a réussi à recréer un système dans lequel les gens se parlent, échangent. Et puis il y a un autre truc qui est fondamental et que je conseille à tous ceux qui veulent commencer le Lean. C'est là où tu vas envoyer une pépite, c'est là où il faut être attentif, c'est ça? Non, mais c'est qu'il y a la résolution de problèmes.
Ok. s'intéresser aux problèmes, Ok. avoir envie de résoudre les problèmes. Ok, là-dessus, je pense qu'il va falloir vraiment aller sur le terrain et comprendre, là, parce vous que allez quand voir. tu dis ça, tout le monde va te dire, bien sûr que des problèmes j'en ai, Ouais, bien sûr que des problèmes j'en résous. ouais. Et là, il va falloir trouver un moyen de leur expliquer que non, il y a une manière de résoudre des problèmes. C'est de l'ingénierie. Ok. C'est une vraie ingénierie de savoir résoudre des problèmes. Et en amont, je dirais que la première étape, c'est déjà d'avoir envie de voir les problèmes. La plupart du temps, dans le monde de l'entreprise, un problème est un vrai problème. Nous, un problème, tu parlais de pépites, c'est qu'un problème, on ne le vit pas comme étant un problème. Un problème, en fait, c'est un ticket vers un apprentissage. Et là, on tient autre chose, c'est d'arriver à transformer l'entreprise en société apprenante. Une société dans laquelle on promeut tous les jours l'apprentissage au niveau de chaque poste et chacun ait envie vraiment de progresser. Et donc ça passe par beaucoup de choses, mais je crois qu'aujourd'hui on a mis l'entreprise dans cette dynamique-là. On fait des Hansei. Les Hansei, c'est un recul qu'on prend sur sa journée. C'est mon kiff de la journée, c'est quand je prends cette demi-heure pour lire l'ensemble des Hansei de la boîte. J'interviens pas forcément, mais je suis super heureux de voir que tous les jours, il y a des petites victoires qui sont apportées, il y a des petits apprentissages qui sont là. Je te montrerai un ou deux tout à l'heure. Parfait, je pense que la transition. It's time to Gemba. Ah bah, Gemba, allons sur le terrain. Service client, c'est ça? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Salut. Ça va? On a papoté avec Pierre sur son parcours, l'entreprise. Et à un moment donné, il me parlait de satisfaction client. Ouais. Donc moi, je l'ai challengé en disant, tu sais, la satisfaction client, tout le monde en parle, etc., tu vois. Et il disait, non, chez vous, vous l'abordez différemment. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus? Je suis arrivée en fait en 2020, septembre 2020. D'accord. Et 6 mois après, l'entreprise a prit le tournant Lean. Ok. Du coup, j'ai vraiment vécu l'avant-après du service client. On peut dire qu'avant, on était un peu le pot pourri de la société. C'est là où il y avait tous les problèmes qu'on rencontrait. Et avec le Lean, ça nous a permis vraiment de changer de posture par rapport à ça et de nous concentrer sur la satisfaction de nos clients. Les problèmes des clients, c'était quelque chose qu'on cherchait à cacher, on n'osait pas trop le regarder, c'est ça? Ouais, bah, c'est quelque chose qui nous faisait mal. Ok. Du coup, On le prenait personnellement. Ouais, carrément. Ok. Même à la relation client, on était toujours dans l'émotion, la réaction, plutôt que de s'intéresser concrètement à ce qui vivait, ce qui lui faisait mal dans l'expérience d'achat. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors peut-être avant de mettre en place, sur quoi vous avez peut-être changé d'avis ou comment vous abordez les choses maintenant aujourd'hui? Alors comment on aborde les choses aujourd'hui? Déjà, on se base énormément sur les personnes. Ok. Il faut avoir un mindset qui est assez différent du chargé de clientèle classique, dans le sens où nous, ce qu'on cherche réellement à faire, c'est comprendre ce que vivent nos clients. Pour détecter où sont les points irritants et ensuite les améliorer. Avant, on était plus dans une posture de pompier, dans le sens où un client arrivait à nous, on comprenait rapidement son problème, on lui apportait une solution très rapide. On ne cherchait pas vraiment à savoir si cette solution le satisfaisait totalement ou pas. Comment on s'y prend concrètement? Comme je te disais, ça se base sur les personnes. Donc on a enlevé la posture pompier, on est passé plus sur une posture enquêteur. Donc là, on va vraiment chercher à comprendre, un peu comme la RDP, vous en verrez plus tout à l'heure. Mais... Pour ceux qui nous écoutent, résolution de problème. C'est ça. J'aime beaucoup cette métaphore pompier-enquêteur ou enquêtrice. Oui. Et donc, c'est quoi les compétences ou c'est quoi les gestes à maîtriser? Par exemple, sur des problématiques de livraison, on a un transporteur qui rencontre régulièrement le même problème sur la prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'il va prendre un rendez-vous avec le client et pas l'honorer. Nous, derrière, ça génère énormément d'insatisfaction pour le client parce qu'il a posé un jour de congé, etc. On se met vraiment en position enquêteur et on va aller creuser avec la supply pour comprendre comment c'est possible qu'un rendez-vous qui a été pris ne soit pas honoré. Ensuite, on va aller contacter aussi le prestataire, on va échanger la supply, nous et le prestataire, pour comprendre où est le problème, quelles difficultés il rencontre par rapport à cette prise de rendez-vous, pourquoi elle n'est pas honorée. Et bien évidemment, en parallèle, on va essayer de tout faire avec le prestataire
pour qu'un nouveau rendez-vous soit pris et honoré de façon certaine. Et ça, c'est vraiment la nouvelle méthode. Avant, on aurait simplement passé des coups de téléphone à fond en incendiant un petit peu le prestataire, en lui disant « faut livrer, faut livrer, faut livrer », et sans vraiment s'intéresser à ce qui se passe réellement. C'est rigolo, la chaîne s'appelle Time to Gemba. Gemba, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une logique d'aller au plus proche du terrain, oui, comprendre toujours. Les gens. Ce que j'entends, c'est que vous intégrez vos partenaires, c'est-à-dire vos prestataires comme partenaires, et vraiment vous les intégrez dans tout l'écosystème. Vous avez un score, vous mesurez des choses. Sur la satisfaction, ouais. Oui, carrément, c'est notre étoile du Nord. D'ailleurs, la note de satisfaction globale sur l'entreprise. Et tu vois, en 2021, donc c'est là où on a commencé le Lean, on était à 3,6 sur 5. D'accord. Et aujourd'hui, on est à 4,6. Donc c'est une note, une des meilleures du marché sur le mobilier, donc on est très très fiers de ces résultats. Et pareil, nous on intervient sur notre site en propre, mais aussi parmi plein de marketplaces. Sur une de nos plus grosses marketplaces, on est passé aussi en 2023 de 3,7 à 4,3 aujourd'hui, donc on est trop contents. Ce que je vais quand même rajouter, c'est en plus avec de la croissance. Ouais, complètement. Parce que généralement, avec de la croissance, la note souvent baisse parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et vous avez réussi à maintenir une note élevée en plus avec de la croissance. Ce que je comprends, c'est que vous capturez des problèmes, ce sont des pépites, vous avez un rôle d'enquêtrice et d'enquêteur, ça devient finalement du matériel, si j'ai envie de le dire comme ça, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, c'est de la data, c'est de la data pure. Pour pouvoir nourrir l'entreprise et la faire évoluer. Exactement. Cette data, elle est traitée où, comment Chaque retour, chaque réclamation, chaque avis, tout est enregistré via un module claim qu'on appelle chez nous et ça forme une data très claire Excel, etc. qui peut être ensuite redispatchée dans chacun des pôles. Bon, c'est de la donnée pure et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est la communication et le collectif qu'il y a autour de tout ça. Et sans faire les ponts entre pôles, c'est hyper compliqué de travailler en silo. Enfin, si on est tout seul à défendre son truc et que les autres ne nous accompagnent pas et ne sont pas dans le même sens, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, dernièrement avec le pôle produit, on a mis en place un système de Kanban qualité, on appelle ça comme ça. Et ça permet de créer de la communication autour des problèmes qualité les plus remontés. Ok. Et ensuite, on fait les ponts pour résoudre et ces donc, problèmes-là. Pierre nous disait que ces problèmes de qualité, il y a un geste clé élémentaire qui s'appelait la résolution de problèmes. Exactement. On peut peut-être aller voir là-bas comment ça fonctionne, c'est ça? Allez, c'est parti. Salut William. Salut Christophe. Ça va bien? Oui, et toi? Bon, impec. Merci infiniment de nous recevoir. J'étais avec Clara, service client. Elle me parlait de changement de posture, pompier, enquêtrice, enquêteur. Ouais. Elle me dit que vous allez beaucoup plus loin dans la résolution de problèmes. En ligne, on parle beaucoup de résolution de problèmes apprenantes. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus. Et toi, ça fait combien d'années que tu es chez Rendez-vous Déco? Alors moi, ça fait 7 ans que je suis chez Rendez-vous Déco, donc j'ai vraiment connu le avant et le après le Lean. Ouais. Et pour te faire un petit topo sur avant, comment on traitait les problèmes qui arrivaient, et surtout les problèmes qualité, parce que c'est ce qui concerne principalement le pôle produit. Avant, on considérait que la non-qualité, c'était un peu de la responsabilité de l'usine. Et on se dédouanait de la non-qualité, on considérait que c'était normal, que ça faisait partie du business d'avoir un certain pourcentage de non-qualité. On l'acceptait. On l'acceptait, on se disait que c'était comme ça. Et, en gros, on mettait bien sous le tapis tous les problèmes qualité qui pouvaient nous arriver dessus. Okay. Et on se focusait vraiment sur la partie coût et proposait à nos clients des produits à bas prix, et plus que sur des produits avec une qualité attendue par le client. Okay. Et quand le service client nous remontait des problèmes, c'était souvent perçu un peu personnellement avec pas mal d'émotions. C'était nos produits, ouais, mais ils sont de mauvaise qualité, etc. Et donc, c'était vraiment pas du tout le bon chemin. En tout cas, c'était pas du tout tourné vers le client. Et avec le passage du Lean, là où on a appris quelque chose, c'était vraiment à se concentrer sur les problèmes qualité qui nous arrivaient, à les traiter un par un et à pouvoir avoir de l'apprentissage sur chacun de ces problèmes qualité. Et pour pouvoir, avec nos partenaires externes, donc nos usines et nos bureaux d'achat, pouvoir aussi apprendre sur comment est-ce qu'on améliore une structure d'une chaise, comment est-ce qu'on améliore une structure d'un buffet en fonction des problèmes qualité qu'on peut rencontrer. Ce que je ressens là depuis ce matin, c'est que finalement vous avez intégré tout l'écosystème. Ouais. Et surtout, ouais, bah oui, nous,
on est en lien direct avec les usines de fabrication. Et si on travaille pas en main dans la main avec eux, encore plus que, enfin, comme en interne, ça marche pas. Et du coup, ça vient aussi sur la sélection des usines avec lesquelles on travaille, où là, il y a un gros travail qui est fait sur comment est-ce qu'on onboard une usine pour travailler avec nous. Est-ce que en fait, le chef de l'usine, il a le même mindset que nous, la mentalité apprenante de vouloir toujours améliorer petit à petit sa qualité, ou est-ce qu'en fait, il s'en fiche et il veut juste faire du volume, et dans ce cas-là, nous, on ne peut pas travailler avec lui parce que c'est pas du tout notre vision du business, quoi. Donc ça peut être un message déjà qu'on peut envoyer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que finalement vous intégrez toute la chaîne de valeur, et donc jusqu'à l'acquisition, la conception du produit jusqu'à la livraison du client. C'est ça, ouais. On prend vraiment cette responsabilité-là parce que notre but final, c'est la satisfaction du client. Et donc pour satisfaire ton client, bon, bah, dans le TPS, on a la sécurité, qualité, lead time, coût. Okay. Nous, au produit, on intègre vraiment cette partie-là. Et donc pour intégrer cette partie-là, il faut qu'on travaille vraiment conjointement avec nos partenaires pour pouvoir délivrer le bon produit. Ok, je fais juste une petite pause parce qu'il y a des boîtes qui nous regardent, qui ne pratiquent pas le lean et qui ne connaissent pas le TPS. Ok. TPS, on va dire une boussole. Ouais. Un ensemble de modèles mentaux pour nous orienter le regard sur les choses qui payent. C'est ça. Et donc ce que tu dis, sécurité, qualité, etc. Avec le but ultime qui est la satisfaction client pour pouvoir vraiment avoir une entreprise qui fonctionne. Je fais exprès de te challenger. Souvent on dit ouais, la satisfaction client en bas. Tu nous dis qu'un problème finalement n'est pas là juste pour le résoudre, mais comme finalement moyen de mieux comprendre, apprendre. Tu as des exemples de résolution de problème? Ouais, nous on considère, du coup quand on a un problème qualité, on considère que c'est un peu un ticket pour l'apprentissage. Ok. Donc comment est-ce que ce problème est arrivé? Essayer d'aller vraiment toper les causes racines de ce problème-là. Et si j'ai un exemple parfait, c'est ce fauteuil-là, où on a, on peut le voir, il y a un gros problème qualité, qui est quasiment un problème de sécurité, parce que là c'est la structure qui casse, et donc qui peut causer potentiellement des problèmes de sécurité à nos clients. Donc là c'est un problème qui est red flag chez nous, et donc c'est un système d'alerte qu'on a mis en place avec le service client, qui est un système Andon, où dès qu'on a ce type de problème, il nous remonte ça, là on stoppe les ventes du produit, on se réunit avec Pierre, donc le CEO de la boîte, le chef de produit en question et la personne du service client qui a remonté cette information-là. Et on se pose pour essayer d'analyser le problème. Est-ce que le problème, c'est un vrai problème de sécurité? Oui, ok. Est-ce qu'on peut agir? Comment est-ce qu'on peut agir? Et qu'est-ce qu'on fait de notre stock? Donc, si c'est un problème de sécurité, on met le stock directement en sécurité, on ne vendra plus jamais ce produit-là, en tout cas en l'état. Et là, on va s'intéresser, moi c'est là où je prends le relais avec le fournisseur, où je vais faire la RDP avec le fournisseur pour essayer de comprendre qu'est-ce que structurellement il y a comme problème et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et donc là, par exemple, c'est un problème de structure sur l'épaisseur du bois qui est pas satisfaisante et du coup, qui dans la durabilité du produit, ça marche pas. Donc là, on va améliorer la structure de ce fauteuil. Une question qu'on a souvent, c'est ok, c'est bien de prendre du temps pour résoudre un problème et apprendre, mais on n'a pas de temps. Et oui, et du coup, il faut prioriser. Et comment le management vous aide ou vous soutient là-dessus? Du coup, nous, quand on focus notre énergie sur la satisfaction client, tous les problèmes qui relèvent du client sont forcément plus importants que le reste. Ok. Donc ce genre de problème-là, c'est un arrêt de la chaîne de production. On arrête tout, on pose le stylo et on se focus sur le problème. En fait, d'organiser en fonction de tes challenges, le challenge numéro 1 étant la satisfaction client, ça t'aide vraiment à prioriser tes tâches, quoi. Toi, par exemple, tu as un exemple, dernier apprentissage que tu as eu récemment? Nous, on a voulu vraiment comprendre où est-ce que se situait le point de fragilité et du coup, on a fait venir 2 produits chez nous qui étaient dans notre stock et on est monté à 3 dessus. On a essayé de sauter dessus pour essayer de voir où situait vraiment le point de faiblesse. On a réussi à le casser en étant 4 dessus. On a vraiment compris où était le point de fragilité sur la structure et c'est là où en fait on a vraiment appris quelque chose et c'est ça qui nous rend le plus fiers au sein de l'entreprise, c'est que si tu veux, la situation d'avant, c'était qu'on était des acheteurs, on se focalisait sur le prix, on allait négocier à mort avec les usines sur vraiment que du prix. C'est un peu l'image que j'avais de ce monde-là. Bah ouais, c'est du négoce, voilà. Et en fait, maintenant, on n'est plus du tout des simples acheteurs, on rentre dans l'ingénierie du produit en interne déjà et avec les partenaires externes. Et donc là, c'est super et ça fait que ton boulot est beaucoup plus intéressant qu'un simple boulot d'acheteur. Ok, ce que me disait Pierre en introduction, c'est que finalement vous êtes des concepteurs, quoi. Ouais, en tout cas on essaye de tendre à ça. Et tout ça c'est permis grâce à une super communication qu'on a réussi à créer dans l'entreprise. Et ça repose
principalement sur la mise en place des team leaders. Ok. Et donc ça, je crois que tu vas en parler avec Christophe. Ok, on va aller voir Christophe. Juste avant ça, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner par rapport à la qualité? Nous, en fait, généralement, la motivation, elle vient du succès. Ok. Et sur la partie non-qualité, on a eu beaucoup de succès. Par exemple, en 2020, quand on a quasiment attaqué le lean, on était à 12% de non-qualité. Donc 12% de nos produits arrivaient cassés ou avec un pépin chez nos clients. On est passé après à 8%, 4% et aujourd'hui en 2025 on est à 2%. Et l'objectif c'est de tendre sur le 0 défaut. Et j'espère qu'on va y arriver. Impressionnant. Merci beaucoup. On va voir Chris, c'est ça? Allez, on va voir Chris. On a vu la satisfaction client, on a vu la résolution de problèmes apprenante. Tout ça c'est bien. Ce que me dit William, c'est que c'est possible parce que il y a des managers, des team leaders qui soutiennent tout ça. Chris, comment ça fonctionne au quotidien? Je suis arrivé dans la société il y a 6 ans. 6 ans, donc tu as vécu le avant-après, Okay. Le basculement entre ce qu'on pouvait faire avant du mieux possible et aujourd'hui avec le lean et ce que nous a inculqué Pierre et puis les outils mis en place, etc. etc. Ok, et ton rôle de team leader, manager, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé fondamentalement, c'est avant, dans le métier de la supply, c'est l'urgence tout le temps, des problèmes tout le temps et avant c'était une fatalité. Un retard, un produit cassé, on le notait et puis c'était comme ça. Et après, avec l'arrivée du lean, moi, mon rôle essentiel, ça a été déjà de tisser du lien avec nos partenaires. Okay. En interne, c'est plus simple parce qu'on est les uns derrière les autres, on communique. Et comme avec l'extérieur, on a des transporteurs et un logisticien, moi, ça a été de tisser ce lien et d'avoir de la communication en permanence. Du coup, c'est d'aller sur le terrain, tout simplement. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. En permanence, aller voir ce que font les gens. Parce que moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas préparateur de commandes, je ne suis pas livreur. C'est de comprendre leurs difficultés. Et avec eux, derrière, chaque problème, essayer de les noter, d'en faire une RDP, un Kaizen, un projet qui puisse en permanence avoir de l'amélioration sur la livraison de nos clients. Sur la finalité, c'est la livraison pour nos clients. Avant, j'acceptais que les problèmes, ça faisait partie de mon quotidien. Ouais, c'était on va dire entre guillemets, une fatalité ou je me résiliais à ça. C'était ça un peu. Aujourd'hui, finalement, je décide qu'un problème peut être un ticket d'apprentissage. J'ai beaucoup entendu ça aujourd'hui. Pour réussir à faire ça, il faut que je mette de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Communication, tout ça. Donc je sors de alors je dis mon bureau, mais je sais pas si mais je vais au plus proche des personnes et je mets... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est vraiment, je vais chez notre logisticien, je suis sur les quais avec eux, on prépare ensemble, on rencontre les transporteurs et puis ils viennent aussi chez nous, on fait du Gemba aussi chez nous, c'est-à-dire qu'ils essaient d'apprendre ce que fait la relation client, le produit, parce qu'on est persuadé que si on comprend le flux, du départ à la fin, avec nos partenaires, on va pouvoir toper les bons problèmes au bon endroit. Je me permets juste parce que j'entends souvent dans nos entreprises, on a des problèmes de communication et donc on va mieux communiquer. Ce que je vois depuis ce matin, c'est pas juste on communique mieux, c'est qu'on a finalement une étoile du Nord qui nous permet de mieux savoir où est-ce qu'on va et on a un truc qui s'appelle le problème qui finalement déjà active tout le monde sur un objectif et c'est la résolution de problème qui fait que ce que tu dis, il faut que j'aille sur le terrain, coucou c'est Gemba, c'est ça C'est ça exactement. Pour engager les équipes et tu as dit un truc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Kaizen. Kaizen égale amener les gens à réfléchir, à mieux comprendre ce qu'ils font. Exactement. Donc j'ai l'impression que la communication, elle est vraiment liée à la résolution de problèmes. C'est ça. Je me trompe ou pas? Non, c'est exactement ça, c'est que chez nous, on va jamais chercher une amélioration, une solution comme ça. On part d'un problème. On a un problème, on se pose. Ok, c'est cool, on a un problème, on va se poser. C'est quoi ton problème? J'arrive pas à charger l'intégralité des commandes dans le camion. Tout simplement. Ok, pourquoi? Les causes, elles sont là, etc. Et on essaie d'avancer comme ça. On va tester, on va faire un premier test sur quelque chose, une amélioration, une deuxième, une troisième. On va le suivre dans le temps et à un moment, ça va être acté, c'est OK. Et on passe sur un autre problème, etc. etc. OK, donc ça, c'est ce que j'ai vu ce matin. Par contre, comment vous êtes structuré? Il y a des team leaders, mais est-ce qu'il y a des managers? C'est quoi le rôle des team leaders et des managers? C'est quoi la différence? On a la double casquette en tant que team leader. Et l'idée, c'est vraiment d'être en support des équipes
pour les mettre dans les conditions de la réussite. Ça va aussi passer par les résolutions de problèmes. On va s'interroger principalement sur les conditions de travail des collaborateurs. Là-dessus, on a différents axes d'analyse qui sont les compétences du collaborateur, les outils qu'il utilise, les méthodes qu'on a pour travailler. À partir de tout ça, on s'interroge vraiment sur les conditions de réussite de ce collaborateur et on essaie de le soutenir et de lui apporter un maximum d'aide pour qu'il réussisse sa mission. Et d'un point de vue entreprise, management, comment ça se passe? C'est vrai qu'on n'a vraiment pas un management classique. J'ai fait pas mal d'années dans des entreprises plus grosses, plus traditionnelles, qui ont un management assez classique, pyramidal, où le rôle du manager, c'est vraiment de décider, donner le cap, de valider. Ici, le manager, c'est pas ça. Ça nous a obligés à apprendre une nouvelle façon d'accompagner les équipes. L'idée, c'est pas d'apporter des réponses. C'est un peu un réflexe qu'on peut avoir en tant que manager. Je suis manager, je suis là pour aider, pour te donner, tiens, vas-y, fais ci, fais ça. Mais là, on entretient en fait un cercle vicieux, une posture de parent-enfant qui ne développe pas le collaborateur. Donc nous, en tant que TL, ce qu'on cherche à faire, c'est poser les bonnes questions. Donc tout passe par là, poser la question et essayer chaque jour de faire le pas supplémentaire. Et pour ça, on a quand même des outils. C'est pas que de la communication, on a des outils qui nous aident, notamment le Hansei. Le Hansei, c'est chaque jour une discipline qu'on prend vraiment plaisir à faire. C'est ce pas de côté qu'on fait chaque jour pour se dire qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qu'on a appris, sur quoi j'ai changé d'avis, sur quoi je faisais les choses d'une certaine façon et maintenant finalement je me rends compte que je me suis trompée pour à la fin moi trouver encore plus de satisfaction qui va se porter au profit du client, ce qu'on vise évidemment in fine. Moi j'ai une question à vous poser par rapport aux entrepreneuses ou entrepreneurs qui aimeraient faire le pas. Au tout début, comment on embarque les gens dans cette méthode? Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens ont tous envie? En fait, c'est une démarche délibérée chez nous. On a notre run, on a notre quotidien, nos missions à faire, mais on prend aussi ce temps délibéré de façon individuelle et collective pour se dire sur quoi on a envie de progresser, sur quoi on a envie de s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on embarque les équipes. C'est-à-dire que c'est un vrai temps à part sur lequel on se dit c'est quoi le problème qu'on adresse. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi l'intention et comment on va s'y prendre. Et chaque semaine, accompagner les équipes sur le petit pas, le pas d'après, pour à la fin arriver à des beaux succès. C'est très important le recrutement chez nous parce qu'effectivement, à CV égal ou même à compétence un peu plus forte, on va peut-être prendre la personne qui a envie d'apprendre, qui aime ça, qui va chercher. On est très 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 attentif à ça. Pourquoi? Parce que derrière, on sait que si on n'a pas des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, qui veulent apprendre, chercher, comprendre, ça ne matche pas. On l'a vu, les gens d'elles-mêmes, elles partent parce que ça ne rentre pas dans le moule. Donc on est hyper attentif au recrutement. Un exemple dur personnellement sur lequel vous avez dû cranter ou switcher Je trouve que ce que ça m'a apporté, c'est que on va directement au problème, on apporte une amélioration, on a des wins, des apprentissages, et voilà, c'est ce côté émotionnel en moins. On ne se met plus en position de victime. En fait, souvent, dans notre quotidien, on peut être en mode automatisme, on répète des choses, et on en oublie en fait un peu cette prise de recul, se dire, mais en fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Et avec le Lean, on s'oblige à faire ses pas de côté, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, et se dire, et puis finalement, si je change de point de vue, il se passe quoi? Le client, lui, il voit quoi surtout? Déconstruire ce qu'on avait l'habitude de faire. On avait des habitudes de travail, certaines convictions dans la manière de faire le job. Désapprendre ça pour réapprendre d'autres manières de faire. J'ai une autre vision de votre métier, quoi. Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a vécu et réussir à changer cette vision pour réadapter sa manière de faire, toujours en gardant en tête d'être au plus proche de nos clients. Il y a aussi une façon qu'on a de déconstruire, c'est de poser les flux. Avant, je pense qu'on se contentait de regarder la qualité, le résultat à la fin, et ça donne quoi, c'est ok ou c'est pas ok. Et en fait, on a aussi compris que la qualité de livrable, c'est le résultat de toute la chaîne. Et c'est pour ça qu'on cherche à développer les ponts et à développer la communication entre nous. Parce que finalement, à chaque étape, on participe au livrable final, ce qu'a le client. Et on a appris à ça, en fait, et à se dire, je porte le regard pas que sur la fin, mais vraiment sur les différentes étapes du flux. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin des uns des autres. Où avant, on était peut-être en silo à chercher le top dans notre métier ou dans notre pôle, mais aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de tous pour réussir.
Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est travailler vraiment ensemble. Merci infiniment. Moi, je vais aller voir Pierre. Merci à toi. Je vais lui poser quelques questions sur lui, finalement son rôle, parce que comment il fait au quotidien pour pouvoir soutenir cette démarche. Et je serais curieux de savoir après vos prochains pas. Qu'est-ce qui vous attend? Vous me parlez de, c'est pas un projet sur 10 ans, c'est un projet sur 100 ans. Donc, on va se revoir, j'ai l'impression. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Christophe. Merci infiniment. T'es content de ce que tu as vu? Ah oui, attends, toi tu disais, j'ai essayé de créer les conditions d'apprentissage dans l'entreprise. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. J'essaye encore. T'essayes encore? Ah ça bah c'est oui. un truc, ouais, par rapport à... Où est-ce que tu te situes toi? Par rapport à ton voyage? On est au début du voyage. Début du Mais voyage. c'est pour ça que c'est chouette. Et c'est ça qui donne la motivation aussi sur le long terme. C'est que nous, on est vraiment débutants dans la pratique. Et en même temps, on commence à voir quelle est la puissance du truc. Donc c'est ultra motivant parce que justement, on ne voit pas où est la limite. Et en même temps, on sent les changements quasiment de manière quotidienne, quoi. Moi, ma plus grosse fierté, c'est de voir les collaborateurs se transformer au contact de l'entreprise. Hein. C'est ça ma plus grande fierté. Et je pense que c'est un des messages qu'on peut envoyer quand on parle de résolution de problème. On voit le problème comme je vais résoudre, c'est transactionnel. Mais derrière, finalement, c'est un exercice pour amener les gens à mieux parler entre eux, à enrichir les raisonnements, à les faire grandir. Tout ça est un prétexte à développer les collaborateurs. La valeur de l'entreprise, elle ne réside pas dans les process. Et ça, c'est ce que je pensais avant. Et aujourd'hui, j'ai compris que la valeur de l'entreprise, elle était dans les collaborateurs. Qu'on voit dans l'actif et dans le bilan, bien sûr. Exactement. Tout à fait. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'arriver à me développer moi pour ne pas être la limite de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en me développant moi, j'ai la capacité à pouvoir développer plus les collaborateurs de l'entreprise. Et quand on développe plus les collaborateurs de l'entreprise, l'entreprise croît naturellement. On est la propre limite finalement de son équipe. Et donc c'est ça le message que moi je voudrais passer, si j'en ai un que je peux passer. Notre véritable rôle, c'est de continuer à apprendre et à progresser. Et en progressant, on permet à tout le reste de l'équipe de pouvoir nous suivre. Je crois depuis maintenant de nombreuses années que l'entreprise est à l'image de sa dirigeante, de son dirigeant. Si tu étais convaincu que l'entreprise scalait par les process, tu as switché. Quelles sont les prochaines étapes? Il y en a plein. Déjà, on a intégré dans le groupe une activité de luminaire. Donc c'est un nouveau métier. Donc moi, je suis trop content parce qu'en ce moment, j'apprends tous les jours. Donc ça, c'est un vrai premier challenge et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire, pourquoi pas de continuer à grossir en intégrant d'autres structures. Une des prochaines étapes aussi, c'est qu'on est en train de vendre nos produits non plus que seulement en France, mais à l'Europe. Donc une extension de notre marché. Le marché est quand même un peu challengeant aussi. Donc nous, dans notre secteur, c'est entre moins 10 et moins 15%, avec des gros acteurs qui se retrouvent en difficulté. Nous, on continue de croître, mais pour continuer de croître et continuer de se développer, il faut qu'on continue, nous, à l'intérieur de l'entreprise, de se développer. Et donc le principal objectif et les principales étapes, ce sont vraiment d'arriver à toujours mieux comprendre ce que veulent nos clients pour toujours apprendre ce que nous, on doit faire pour mieux les servir. Donc ça part de la valeur du client et ça passe par l'observation. Tu vois, un des prochains trucs rigolos qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes effectuer les livraisons chez les clients pour vivre l'expérience. J'ai pas posé la question tout à l'heure et donc je la pose à toi. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé financière, la valorisation de l'entreprise et la qualité, la satisfaction client? Tout est une question de vision. J'ai démarré quand j'avais 26-27 ans, avec le rêve de faire une grosse entreprise, d'en tirer aussi de la reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, je suis dans une vision de l'entreprise qui est complètement différente. Moi, mon objectif, c'est que cette boîte, elle existe encore dans 150 ans. Je suis la première étape de cette démarche-là, parce que je ne serai pas là dans 150 ans. Donc,
Mon but, c'est de construire des fondations qui soient super solides. Ce que je souhaite, c'est qu'on construise de manière saine la croissance de l'entreprise. Et donc, la vitesse à laquelle on est capable d'accélérer, c'est finalement la vitesse à laquelle on apprend dans l'entreprise. Et donc, la vitesse à laquelle les collaborateurs apprennent. Le lien que je fais entre le financier, la vision et la pratique, c'est qu'évidemment, pour qu'une entreprise elle soit pérenne et qu'elle puisse prendre le temps, il faut qu'elle soit rentable. Pour continuer aussi à développer la motivation dans les équipes, il faut qu'il y ait de la croissance. Pourquoi ? Parce qu'on réduit en permanence nos gaspillages. Donc à un moment donné, où est-ce qu'on met le temps et l'argent que l'on arrive à gagner finalement grâce à ces résolutions-là ? Eh bien dans la croissance, dans le développement. Et le développement passe aussi par le développement des personnes, mais du chiffre d'affaires. Donc je dirais que ceci entraînant cela, on ne vise pas forcément le résultat financier directement, mais de fait, on l'obtient parce qu'on est sur les bons sujets. Et les bons sujets, c'est d'arriver à avoir des clients qui sont contents, donc qui recommandent chez nous, qui nous recommandent à leur famille et à leurs amis. Et en faisant ça, eh bien, on arrive à avoir de la croissance. Et comme on arrive à avoir une croissance saine, c'est-à-dire en réduisant en permanence nos gaspillages et en développant les gens, les résultats de l'entreprise, eux aussi, sont là. Donc c'est un cercle qui s'entretient et sur lequel il faut être toujours attentif. Merci infiniment, Pierre. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus. J'ai passé un moment de dingue, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez passé un super bon moment. Je te donne rendez-vous dans quelques années pour voir l'évolution. Et pourquoi pas, avec grand plaisir. Pourquoi pas dans 150 ans. Ouais. Donc voilà, merci. Ça est toujours là. Et puis moi, je voulais dire quand même un petit truc, c'est que je t'ai regardé tout du long, pendant que tu étais avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Et il y a un truc qui m'est venu et qui est lié directement au titre des reportages que tu fais, Time to Gemba, c'est que finalement, tout se passe sur le terrain. Et donc sans terrain, il n'y a pas de chemin. Ça y est, c'est terminé. J'espère que tu as passé un super bon moment. Moi, j'ai adoré. Merci infiniment à toutes les personnes d'Arc-en-Ciel Intérieur. Tu l'as vu, remettre de l'apprentissage dans l'entreprise, c'est dingue. Ça passe par changer d'avis sur la résolution de problèmes. Un problème n'est pas quelque chose d'anxiogène, mais ça peut être une opportunité d'apprentissage. 2, revois la façon d'aborder le management. Le manager est là pour pouvoir soutenir les équipes. 3, ils ont changé d'avis sur leur métier. Ce ne sont plus des acheteurs, ce sont des ingénieurs. Ils n'hésitent surtout pas d'aller sur le terrain Time to Gemba au plus proche de leurs partenaires, la logistique, les fournisseurs. Bref, un épisode de dingue, un épisode pépite. N'oublie pas, It's Time to Gemba. Tu n'es qu'à un seul Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.